Il a fallu près de 2 mois de consultation dans tous les sens, mais c'est désormais officiel, Michel Barnier est le nouveau Premier ministre français. Il a été nommé par Emmanuel Macron ce jeudi, mais alors, qui est-il? Comment a réagi l'opposition? Que pourrait-il se passer? Et peut-il réellement tenir au gouvernement? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Près de 2 mois après le second tour des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron a donc nommé ce jeudi Michel Barnier au poste de Premier ministre. Il va donc remplacer Gabriel Attal qui occupait ce poste depuis janvier 2024. Alors avant de revenir sur les réactions des politiques concernant cette nomination et sur les prochaines étapes aussi à venir maintenant, on va commencer tout de même par revenir rapidement sur le parcours politique de Michel Barnier. Michel Barnier donc, il a 73 ans, c'est le Premier ministre d'ailleurs le plus âgé de la 5ème République avec cette nomination. Il est membre du parti de droite Les Républicains et globalement depuis 50 ans, il a été membre des principaux partis gaullistes qui ont existé ces dernières années. Donc ça a été l'UDR, puis le RPR, puis l'UMP, et l'UMP qui est ensuite devenu les Républicains. Il a été député de 1978 à 1993. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, il était le plus jeune député de France avec donc l'âge de 27 ans lorsqu'il avait été élu. Et puis il a aussi été député européen ainsi que sénateur. Il a fait partie de plusieurs gouvernements sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a été ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Pêche, puis délégué aux affaires européennes et aux affaires étrangères. Et ces dernières années, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, y compris d'ailleurs sur cette chaîne et sur ce format des Actus du jour, puisqu'il est connu pour avoir été le négociateur en chef de l'Union européenne dans la préparation du Brexit, donc dans la préparation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En gros, ses soutiens voient en Michel Barnier une personnalité connue pour des compétences diplomatiques, une expérience des affaires européennes et son rôle donc dans les négociations complexes autour du Brexit. Alors on va revenir dans un instant sur les réactions des politiques, mais aussi sur d'autres votes et prises de position de Michel Barnier qui ont fait bondir une partie de l'opposition et qui ont été vivement critiqués. Mais avant ça, quelles vont être les prochaines étapes? Très rapidement, la première étape, c'était cet après-midi, c'était la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier. La deuxième étape, c'est le choix des ministres de son gouvernement. Le Premier ministre doit en effet proposer la liste des ministres qui composeront son gouvernement au président. Il doit ensuite valider cette liste. Alors ces dernières années, le camp du Premier ministre était toujours exactement le même que le camp du président de la République. Donc en général, en fait, c'était le président de la République qui avait clairement le dernier mot. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent. Alors il y a quand même des rapprochements politiques entre les deux hommes. Mais tout de même, Michel Barnier est membre du parti Les Républicains et donc il peut y avoir des négociations et des discussions. La troisième étape, en tout cas, après la composition du gouvernement, qui peut prendre au passage plusieurs jours. Donc peut-être qu'on est reparti pour des consultations qui vont durer peut-être longtemps. La troisième étape, c'est pas une obligation, mais c'est une tradition. C'est ce que l'on appelle la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. L'objectif d'un tel discours pour le nouveau Premier ministre, c'est d'exposer les grandes orientations du programme du gouvernement. Après cette présentation, le Premier ministre peut choisir de demander ou non un vote de confiance de la part des députés. Ce vote donc, il n'est pas obligatoire, mais il est souvent demandé pour renforcer la légitimité du gouvernement. Voilà, ça c'est donc le programme, on va dire, des prochains jours. Mais ça, on va dire que c'est aussi la théorie, parce que dans les faits, eh bien, on en a parlé beaucoup ces derniers jours, certains groupes pourraient décider de censurer le nouveau gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça passe par une motion de censure. Une motion de censure, c'est un vote par lequel l'Assemblée nationale peut exprimer son désaccord avec la politique du gouvernement, ou alors d'ailleurs un désaccord avec le gouvernement tel qu'il est nommé. Pour être adopté, une motion de censure, c'est donc la majorité absolue des voix des députés qui est nécessaire. Donc là, en l'occurrence, c'est 289 voix au moins sur 577. Et dans ce cas-là, s'il y a un tel vote d'une motion de censure, le gouvernement est renversé et doit démissionner. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que le nouveau Front populaire, donc l'alliance des partis de gauche arrivés en tête aux élections législatives anticipées, bien le nouveau Front populaire a déjà annoncé qu'il censurerait tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet, la candidate qu'ils avaient proposée pour le poste de Premier ministre à Emmanuel Macron. Ce jeudi, on peut noter que plusieurs figures de gauche ont réagi à la nomination de Michel Barnier. Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agit, je cite, d'une élection volée, en parlant donc des élections législatives. Il a appelé les Français, je cite, à la mobilisation la plus puissante que possible ce samedi 7 septembre, avec, on en a déjà parlé, mais des manifestations qui sont portées par la France Insoumise notamment, mais plus largement par d'autres organisations. De son côté, Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste, a parlé, je cite, de déni démocratique, en ne nommant pas donc Lucie Castet et en nommant Michel Barnier. Réaction similaire du côté de Marine Tondelier chez les écologistes qui s'interroge elle aussi
sur le message envoyé par Emmanuel Macron. Du côté de la gauche, par ailleurs, on peut noter que beaucoup de responsables politiques critiquent donc le fait de ne pas avoir nommé Lucie Questes, on en a parlé, mais aussi certaines prises de position et déclarations de Michel Barnier. Par exemple, comme la quasi-intégralité de son groupe à l'époque, Michel Barnier avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Il critique aussi que l'entre-deux tours des législatives, Michel Barnier n'avait pas rejoint les appels à faire barrage à l'extrême droite. Plus précisément, en fait, dans une déclaration notamment sur le réseau X, il avait déclaré que les LR, donc les Républicains, devaient faire barrage au RN et à la France insoumise, ce qui est critiqué, vous l'imaginez, par le nouveau Front populaire. Alors revenons à ces questions de calcul assez importantes dans la situation actuelle. Si l'ensemble des députés du nouveau Front populaire votent pour une motion de censure, ça revient à 193 votes. On est donc en dessous de la majorité absolue. Et c'est là donc que les yeux se tournent logiquement vers le Rassemblement national et vers le camp d'Éric Ciotti, qui ont 142 sièges de députés et qui pourraient donc faire renverser la balance parce que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national et ses alliés ensemble qui votent une motion de censure, ça renverserait tout simplement donc Michel Barnier. Alors là-dessus, le Rassemblement national de son côté a décidé de juger son discours de politique générale et son action, selon Jordan Bardella. De son côté, Marine Le Pen a dit, je cite, exiger que Michel Barnier respecte les électeurs du Rassemblement national et que le RN sera attentif au projet qu'il portera. Là-dessus, donc, ça rejoint exactement le sujet qu'on a évoqué dans le dernier épisode, l'épisode d'hier de ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. On avait parlé du fait que le Rassemblement national aujourd'hui avait une forme de pouvoir de vie ou de mort sur le potentiel gouvernement qui allait être nommé. C'est le cas ici et c'est ce qui fait d'ailleurs que certains estiment que Emmanuel Macron a besoin de fait d'un accord implicite au moins du RN pour que son choix de nommer Michel Barnier fonctionne. On verra donc quelle est la position du RN dans les prochains jours et s'il décide de censurer le gouvernement de Michel Barnier. En tout cas, dans le communiqué de l'Élysée qui a annoncé cette nomination, on peut lire, je cite, le président s'assurer que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et donner les chances de rassembler le plus largement. En tout cas, pour ceux qui se demandent, s'il y a une motion de censure, rebelote, il peut y avoir à nouveau une nouvelle nomination de Premier ministre. Et puis, autre question qui revient souvent, non, Emmanuel Macron ne peut pas organiser dans l'immédiat de nouvelles élections législatives. Pour ça, il faudra attendre le mois de juin prochain, puisque c'est une fois par an maximum la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà donc pour les premières informations, les premiers éléments. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça dans les prochaines heures, y compris sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour suivre notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 4 millions au passage à suivre ce compte Instagram. Merci donc du fond du cœur au passage pour votre confiance chaque jour. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au moins 4 personnes sont décédées et 9 ont été blessées ce mercredi soir dans une fusillade dans un lycée aux États-Unis. Ça s'est passé dans la ville de Winder, dans l'État de Géorgie. Le suspect, un lycéen de l'établissement âgé de 14 ans, a été arrêté et placé en garde à vue selon la police locale. Il a ouvert le feu avec un fusil d'assaut et 2 professeurs et 2 lycéens ont été tués. Alors le motif de l'adolescent n'est pas encore connu à l'heure actuelle. En tout cas, le FBI a indiqué qu'il l'avait déjà interrogé en mai 2023 au sujet de plusieurs informations anonymes concernant des menaces de commettre une fusillade dans une école, mais il n'y avait à l'époque pas de raison suffisante pour l'arrêter. Le directeur du bureau des enquêtes de l'État de Géorgie a aussi déclaré que le lycéen responsable de l'attaque sera, je cite, inculpé pour meurtre et jugé comme un adulte. On suivra ça. Deuxième actu, un raid israélien en Cisjordanie a fait 5 morts ce jeudi selon le Croissant Rouge palestinien, une organisation humanitaire. La Cisjordanie, c'est un territoire palestinien occupé par Israël et sur lequel des incursions sont régulièrement menées par l'armée israélienne en dépit du droit international. De son côté, Israël affirme y avoir mené 3 frappes ciblées contre des terroristes armés qui présentaient une menace pour ses soldats. Et autre info concernant le Proche-Orient, près de 200 000 enfants ont pu être vaccinés contre la polio à Gaza à la suite de la première phase de vaccination. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. La polio, c'est une maladie très contagieuse qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles et dont un cas avait été confirmé récemment sur un bébé de 10 mois dans la bande de Gaza. D'autres pauses humanitaires sont encore prévues dans certaines zones pour permettre de nouvelles vaccinations. Troisième actu, le président chinois Xi Jinping
Jinping a promis ce jeudi que la Chine soutiendrait financièrement l'Afrique à hauteur de plus de 45 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. L'objectif affiché, c'est notamment d'approfondir les relations entre la Chine et l'Afrique alors que l'influence française recule sur le continent et que la Russie tente elle aussi de s'imposer. Il faut notamment savoir que la Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain avec plus de 151 milliards d'euros d'échanges au premier semestre 2024 selon les médias officiels chinois. D'après des analystes, sur les 20 dernières années, la Chine a envoyé en Afrique des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs pour construire des grands projets, notamment dans les chemins de fer et les routes, ce qui donne également un accès privilégié à la Chine aux ressources naturelles de l'Afrique, comme le cuivre, l'or et le lithium. Alors c'est un sujet très vaste sur lequel on aura l'occasion de revenir dans les prochains mois. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, l'absentéisme des salariés au travail a reculé en France en 2023 pour la première fois depuis 2016, selon une étude publiée ce jeudi par le cabinet de conseil WTW. Concrètement, en 2023, le taux d'absentéisme dû aux arrêts de travail en entreprise a atteint 4,8% contre 5,4% l'année précédente. Ce chiffre est donc en dessous du niveau de 2020, mais toujours au-dessus du taux de 2019, la dernière année avant le début de la pandémie. Malgré cette tendance globale, l'absentéisme reste à la hausse depuis plusieurs années, notamment à cause du vieillissement de la population active qui tombe plus souvent malade et qui a besoin de plus d'arrêts, mais aussi des habitudes de vie modifiées avec le Covid, selon l'une des directrices de l'entreprise. Cinquième actu, en Italie, la ville de Rome veut rendre la fontaine de Trévi payante pour les touristes. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la municipalité. Selon les premières pistes, le billet serait gratuit pour les Romains et coûterait 1 euro pour les touristes. L'idée ne serait pas vraiment de gagner de l'argent sur ça, mais surtout de contrôler la foule avec des heures de réservation précises dans la journée. Chaque année, des millions de personnes se rendent à la fontaine de Trévi, située au cœur de Rome et qui est considérée comme l'une des plus belles fontaines du monde. À noter que cette année, la ville de Venise expérimente aussi un système de tickets payants pour les visiteurs à la journée pendant les périodes de pointe pour mieux gérer les flux de visiteurs. Sixième actu, le journal télévisé du 20h de France 2 va durer plus longtemps à partir du 9 septembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi France Télévisions. Concrètement, les journaux du soir du lundi au dimanche, qui durent aujourd'hui un petit peu plus de 40 minutes, vont donc gagner un quart d'heure d'antenne pour avoisiner les 55 minutes. L'objectif, selon le directeur de l'information chez France Télévisions, c'est, je cite, de prendre le temps et respirer. L'idée serait d'avoir des reportages plus longs, mais aussi plus de formats et d'illustrations pour mieux accompagner les téléspectateurs face à des informations qui peuvent parfois être difficiles à comprendre. Et on termine avec cette actu. Après une année d'absence en 2023, le Z-Event est de retour pour ce week-end du 6 au 8 septembre. Le Z-Event, c'est un marathon caritatif organisé par le streamer Zerator sur Twitch. Il est d'ailleurs souvent comparé au Téléthon du streaming. Pendant 50 heures, une trentaine de streamers sur les lieux de l'événement et une centaine en ligne vont donc se relayer pour récolter des fonds pour des associations. Cette année, ce sera au profit de 5 assos, notamment le Secours populaire français et Copain Solidarité étudiante. Pour cette 8e édition, on retrouvera donc Zerator, Antoine Daniel, Bagheera Jones, le joueur du grenier ou encore Mister MV. En 2022, le Z-Event avait généré plus de 10 millions d'euros. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais, donc vous êtes plus de 4 millions à nous suivre sur Instagram. Donc merci du fond du cœur pour votre confiance. Le nom de compte sur Instagram, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.